Ce projet d'épée viking me tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à forger il y a une dizaine d'années maintenant, c'était dans l'espoir un jour d'arriver à faire une épée viking. Donc 10 ans après, je réalise un peu ce rêve, même si cette épée n'est pas pour moi, j'y serai arrivé. Je préfère dire une épée de style viking. C'est pas une épée viking parce que c'est pas réalisé dans les mêmes conditions, avec le même matériel. Là, c'est fait avec des moyens modernes. Et l'autre chose, c'est que même au niveau technique, c'est pas exactement fait de la même façon. Donc là, c'est une version modernisée et simplifiée d'une épée viking, on va dire. Cette épée, elle est constituée au niveau de la lame de 5 barres d'acier, 2 au niveau des tranchants. Donc chaque tranchant, c'est une barre d'acier feuilleté qui comportera environ 250 couches par tranchant. Et ensuite, le cœur de l'épée, donc la gouttière, la partie centrale, est constituée de 3 barres d'acier. Chacune des barres d'acier est constituée de 21 couches. Quand je prépare les trousses de Damas, donc je coupe des petites plaques dans les 2 aciers. Il y a un acier au nickel, le 15N20, qui comporte 0,7% de carbone et 2% de nickel. Et l'autre acier, c'est du XC75, qui lui comporte aussi 7% de carbone, mais ne contient pas de nickel. Donc celui au nickel, à la fin, sortira blanc, et l'acier au carbone sortira noir. Donc c'est ce qui fera apparaître le motif. Et ensuite, toutes les petites plaques sont poncées sur les 2 faces pour les blanchir, comme on dit, c'est-à-dire les nettoyer, enlever la calamine. Ça facilitera la soudure. Je commence donc par faire les torsades. Et donc il faut commencer par souder les trousses et tout de suite étirer. Je ne replie pas pour augmenter le nombre de couches parce qu'au niveau des torsades des épées vikings, il y avait très peu de couches. Même 21, c'est déjà trop en fait. Première étape, on soude la trousse et ensuite, tout de suite, je l'étire de façon à arriver à la section finale qui est de environ 14 mm par 14 mm. Donc je pars de 4 cm par 4, il faut arriver à 14 par 14 sur une longueur de la longueur de la lame à peu près. Donc il faut partir de la soie jusqu'à la pointe, un petit peu moins puisqu'il y a les tranchants à la pointe. Donc environ 90 cm de long, quoi. Et ça 3 fois. Donc les 3 trousses sont soudées toutes les 3, étirées toutes les 3 et on se retrouve avec 3 barres de 90 cm de long. Donc quand les torsades sont étirées et qu'elles sont toutes au carré, donc là ce que je fais c'est que je trace d'abord à la craie, ensuite je mets un petit coup de meuleuse pour me faire des repères sur les barres pour toujours tomber au bon endroit. Donc là il faut torsader les 3 barres. Très chaud parce que sinon les soudures risquent de lâcher. Bon, ça prend beaucoup de temps, c'est assez stressant parce que c'est là que, en plus souvent on s'en rend pas compte, on peut torsader, faire lâcher une soudure au cœur et aller jusqu'à la fin de l'épée sans savoir qu'en fait il y a des défauts au milieu, quoi. Une fois que j'ai réalisé les torsades, donc les barres, à l'endroit où elles sont laissées en parallèle, elles restent carrées. À l'endroit où je fais les torsades, ça crée une sorte de pas de vis et donc on se retrouve avec une section qui est ronde. Donc là, il faut que je retourne, ça je le fais au pilon par contre, remettre toute la barre carrée. C'est-à-dire on va garder les torsades, mais on écrase de façon à retrouver une section carrée sur toute la longueur. Ça sur les 3 barres. Et une fois que c'est terminé, là il faut carrément y aller à la meuleuse et puis un petit peu au backstand pour les nettoyer, déjà enlever la calamine et ensuite les mettre bien plates sur les côtés, surtout sur le dessus c'est un petit peu moins grave, mais surtout sur les côtés parce qu'il va falloir remettre ces 3 barres l'une à côté de l'autre de façon à ce qu'elles soient bien parallèles et bien plaquées pour souder tout ensemble. Quand les 3 barres de torsade sont propres,
je les assemble l'une à côté de l'autre en mettant un point de soudure à l'arc de chaque côté pour que tout se maintienne ensemble pour faciliter la prise en main en fait. Et là, c'est une des étapes complexes, c'est qu'il faut tout souder sur donc les 3 barres entre elles sur les 90 cm de long. Alors des fois on me dit comment on fait, faut une forge de 90 cm de long, mais non, en fait c'est impossible de souder tout en une fois forcément, on ne pourrait pas. Donc en fait il faut avancer 10 cm par 10 cm, donc chauffer à 1300 degrés, en mettant du borax avant, et puis là par contre ça se fait forcément au marteau, parce que les 3 barres sont l'une au-dessus de l'autre, ce qui fait qu'au pilon ça serait un petit peu trop agressif on va dire, et ça risquerait de les écraser sur la hauteur. Et donc petit à petit on remonte, on part de la pointe et on remonte jusqu'à la soie. Là donc la partie centrale de l'épée, ce qui sera à la fin la gouttière, est terminée au niveau de la forge. Il faut maintenant faire les tranchants, donc je prends les 2 autres trousses qui je crois sont constituées de 28 couches au départ. Donc là c'est pareil, je soude la trousse. Par contre au niveau des tranchants ça va être un feuilleté, et donc là il faut replier les couches entre elles pour obtenir un motif qui soit assez joli, parce que 28 couches c'est pas suffisant. Donc là j'ai décidé d'aller jusqu'à 250 couches, ce qui fait bon, ça va assez vite en fait hein, parce qu'on part à 28, souvent je replie en 3, donc 28 x 3 ça fait 84, x 3 on est déjà à plus de 250 couches. Donc on replie en 3, on replie encore une fois en 3 et on a les 250 couches. Une fois qu'on a les 250 couches, donc on a toujours une trousse qui fait environ 4 cm par 5 par 9 cm de long. Là, il faut les tirer, pareil, sur toute la longueur pour retrouver la longueur de la lame en fait. Donc ces 2 trousses, chacune va faire un tranchant. Ce que je fais, c'est que je les tire, mais là pas au carré, c'est-à-dire que j'ai plus de largeur. Je finis, je crois que ça fait 14 mm d'épée sur 2 cm de large à peu près. Et ça c'est une méthode que j'ai décidé, alors justement ça se faisait pas comme ça à l'époque. Je conserve une largeur plus importante au niveau de la pointe parce que je veux pas que les torsades arrivent à la pointe. Je trouve que c'est pas très esthétique. Et donc je veux que les tranchants se rejoignent à peu près 7 cm de la pointe pour finir toute la pointe en feuilleté en fait. Donc là maintenant j'ai les 3 torsades qui sont soudées ensemble et les 2 tranchants à côté. Et donc il faut recommencer à tout ressouder ensemble sur toute la longueur. Donc mettre les tranchants sur chaque côté des torsades, pareil, nettoyer les surfaces, bien ajuster pour que tout soit le plus propre possible. Particulièrement au niveau de la pointe, parce que le plus délicat de toute la réalisation d'une épée comme ça, c'est d'arriver à souder la partie où les torsades viennent mourir entre les 2 tranchants. On se retrouve souvent avec un petit triangle là qui est assez délicat à souder en fait. D'où cette idée justement de faire venir les
les deux tranchants un petit peu plus épais à cet endroit-là, pour avoir plus de matière et donc éventuellement pouvoir taper un peu plus fort à ce moment-là pour bien souder cette partie-là. Et là, comme pour la réalisation des 3 torsades, soudées entre elles, je vais tout ressouder en partant de la pointe et de remonter petit à petit, 10 cm par 10 cm, jusqu'à la soie. Une fois que tout ça est soudé, j'ai donc une grande barre parallèle avec les 5 barres initiales qui sont soudées entre elles. Il faut donc forger la pointe de l'épée et forger de l'autre côté la soie, la partie qui sera dans la poignée. La lame fait maintenant 14 mm d'épaisseur. Comme il y a beaucoup de matière à enlever, il faut faire ce qu'on appelle un recuit de la lame. Et donc je monte la lame aux alentours de 700 degrés pendant 1 heure. Il faut faire un palier et une descente progressive pour avoir la dureté minimum. Ça va permettre ensuite de bien la poncer plus facilement. Comme je disais, donc la lame fait maintenant 14 mm d'épaisseur. Parce qu'en fait, il faut penser que si on veut voir apparaître le motif de la torsade en étoile, il faut meuler les torsades et non pas les forger. C'est-à-dire qu'on ne va pas forger l'épée. Si on écrase les torsades, on va écraser le motif et on va se retrouver avec un motif uniquement parallèle. Ça s'est fait aussi, mais là, c'est pas ce que je veux obtenir. Là, je veux le motif de l'étoile et ça, c'est au cœur de la torsade. Donc ça veut dire que de 14 mm, je vais en meuler les 2/3 pour arriver à une épaisseur générale. Dans un premier temps, j'obtiens une épaisseur globale de 6 mm. C'est là aussi, par contre, qu'on commence à voir l'intérieur du damas. Et de savoir si quand même, vu qu'on passe de 14 mm à 6 mm, on commence à être un peu au cœur du damas et là on sait déjà un peu si ça a marché ou pas. S'il y a des défauts qui apparaissent là, souvent c'est mal barré pour la suite, quoi. Quand j'ai mes 5 trousses au départ, donc avec toutes les couches d'acier empilées, j'ai 6,5 kg d'acier. Et normalement, à l'arrivée, la lame fera aux alentours de 700-800 grammes. Voilà. Donc ça donne une idée de la quantité d'acier qui va être
éliminée. Tout à l'heure, j'ai parlé du recuit qui permettait d'adoucir la lame. Avant la trempe, je vais procéder à plusieurs autres recuits, mais là c'est ce qu'on appelle des recuits de normalisation. Donc des normalisations, ça consiste à chauffer l'acier un petit peu au-dessus de la température de trempe et à le sortir et à le laisser refroidir à l'air. Et ça on le fait, là pour une longue lame, il y a beaucoup de soudure, je vais le faire à 7 fois à peu près, quoi. Donc il passe de 830, 850 à 500 degrés. Ça permet, encore une fois, un petit peu d'enlever les tensions. L'autre chose, c'est qu'il y a eu énormément de soudure. Ça veut dire l'acier est resté très longtemps à très haute température. À l'intérieur de l'acier, le grain, plus on le chauffe longtemps, plus on le chauffe fort, plus les grains grossissent. À l'inverse, un grain très fin, normalement il est invisible à l'œil nu et il va être mat, un peu velouté au niveau de la surface. Comme justement le premier essai, j'ai eu des soucis, je me suis demandé si c'était pas au niveau de la trempe. Donc ce coup-ci, je garde la lame plus épaisse, je la laisse à 6 mm. La deuxième chose, c'est au niveau du procédé de trempe, sur les conseils d'un ami allemand, Achim Wirtz, qui m'a conseillé du Mark-Wenching. Là, je vais chauffer l'huile jusqu'à 230 environ, c'est-à-dire la température à laquelle l'acier se transforme au moment de la trempe. Le choc sera moins violent que si on la trempe dans une huile à 40 degrés. Et donc il y a moins de risques de torsion, de voilage, voire de soudure qui lâche. La lame est donc plongée dans l'huile à 200 et quelques degrés. On peut le voir assez dangereux, il faut faire quand même attention. Elle refroidit jusqu'à environ 230. Au bout d'une minute environ, je la sors. Et là, je la laisse refroidir à l'air libre jusqu'à température ambiante, mais coincée entre deux barres d'acier avec des serre-joints, de façon à ce que la transformation finale se fasse bloquer et donc puisse jouer le moins possible. Et donc effectivement, contrairement à la première fois où il y avait un voilage assez important, ce coup-ci, la lame est sortie avec un voilage sur les 90 cm de long. Je crois qu'il y a à peu près un demi-millimètre de voilage au centre. Donc là, la lame est trempée, l'acier est devenu dur, mais le problème c'est qu'il est cassant. On n'a plus de souplesse en fait. Pour retrouver cette souplesse, on va faire ce qu'on appelle un revenu. La lame va être chauffée à 260 degrés pendant 1 heure, au moins. La lame est donc terminée en ce qui concerne la partie forgeage, traitement thermique. Logiquement, il n'y a plus de risque, ça ne peut plus casser, ou alors il faut vraiment avoir envie. Et la seule chose, c'est que donc maintenant, elle fait 6 mm du début jusqu'à la fin et il faut lui donner sa forme finale. Donc je commence par dégrossir la forme vraiment avec le gros grain au backstand. La gouttière est faite au backstand. Il a fallu que j'achète une roue exprès au bon diamètre d'ailleurs. Donc le plus gros est fait au backstand parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à enlever.
Par contre, ensuite, toute la forme finale, c'est même plus que du polissage, parce que le problème du backstand, c'est qu'on se retrouve avec une lame qui fait 90 cm de long et qu'on travaille sur une bande qui fait 5 cm de large. Donc le moindre petit geste à droite ou à gauche de la roue, et on se retrouve avec une ondulation, voire carrément un cran dans la lame. Donc je dégrossis, j'enlève le plus gros de la matière au grain 60, et ensuite tout le reste est fait avec une cale à la main. Donc je reprends le grain au 60 à la main, et ensuite je vais descendre grain 150, je passe au 240, le 400 et le 600. Donc tout ça est fait à la main. C'est le seul moyen d'obtenir une forme régulière, bien droite et surtout sans à-coups justement. Ce qu'il faut penser, alors c'est plus délicat avec une épée qui a une gouttière, c'est qu'il faut essayer de croiser les sens de ponçage. Il n'y a que comme ça qu'on voit vraiment qu'on a réussi à enlever les rayures du grain précédent. Quand on arrive au 600, on sait enfin, c'est le grand soulagement, ce qui m'est pas arrivé la première fois, qu'il n'y a pas de défaut de soudure, parce que l'acier est blanc, on voit toujours pas le motif du damas, on arrive à le distinguer dans les reflets de la lumière, mais justement c'est ce qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas de défaut, parce que si on voit, quand l'acier est bien blanc, si on voit des traits apparaître en noir, ben souvent ces traits là c'est des défauts justement. Donc là la lame est finie, elle est poncée, on voit quasiment rien, vient donc le moment de la révélation. Alléluia. Ça porte bien son nom parce que c'est vraiment un moment qu'on attend depuis très longtemps. On a beau savoir que c'est réussi, c'est vraiment là qu'on va voir apparaître le motif sur toute la longueur de la lame. Donc la révélation se fait au perchlorure de fer. L'idéal c'est de l'utiliser un peu chaud pour qu'il soit bien actif. Et donc on va plonger la lame dans le perchlorure de fer pendant, je le fais plusieurs fois, mais environ 1 minute 30. Et celui-ci va attaquer les deux aciers de départ, donc l'acier au nickel et l'acier au carbone. Il attaque différemment, et ce qui fait que quand on ressort la lame, l'acier au nickel reste blanc et l'acier au carbone devient noir, et c'est là qu'on voit apparaître le motif du damas avec toutes les torsades, le feuilleté, etc. Il faut quand même reponcer la lame parce que la lame est pleine d'acide, elle sort quasiment noire, donc il faut la rincer à l'eau. Je la rince avec un papier de carrossier très très fin, c'est du grain 1000 voire 1500, pour pas trop attaquer la révélation, et recommencer la révélation une deuxième voire une troisième fois pour faire bien apparaître le motif. Quand on est content du motif, il faut penser que c'est de l'acide. Même si on l'a rincé à l'eau, il va continuer à attaquer la lame. Et donc si on le laisse comme ça, le problème, on risque de se retrouver dans quelques jours, voire des fois un peu plus, avec une lame qui va rouiller assez vite. Il faut penser que c'est un acier au carbone, c'est pas de l'inox, donc il va rouiller. Et même sans le toucher, si on laisse l'acide dessus, il va continuer à attaquer. Donc pour arrêter ça, il faut plonger la lame dans un bain de lessive de soude. Donc l'acide, c'est acide, c'est le cas de le dire, et la soude, c'est une base, et ça va annuler l'effet de l'acide. En sortie du bain de soude, bien entendu, on rince la lame à nouveau à l'eau. Et là, la lame est terminée. Reste à mettre une petite couche d'huile par-dessus pour éviter que ça s'oxyde trop vite. Pour le fourreau de l'épée, j'ai donc employé de l'érable ondé. Donc je suis parti d'une planche complète que j'ai coupée en deux dans le sens de l'épaisseur pour le fourreau, mais surtout j'ai coupé une extrémité de la planche qui sert en fait à faire la poignée de l'épée. Et donc ça permet d'avoir une continuité de motif quand l'épée est dans le fourreau, la poignée étant vraiment la continuité du fourreau qui enveloppe la lame, quoi. Lorsque j'ai les deux planches du fourreau, je viens poser la lame sur la planche et pour reporter la forme de la lame.
Et ensuite celle-ci sera découpée avec une marge tout autour d'environ 1 cm pour faire les deux bords qui seront collés ensemble. Sinon c'était super sympa, ça s'est vachement bien passé. La garde et le pommeau sont réalisés en bronze, donc là j'ai préféré partir de barres de bronze pleines et de tailler les éléments dedans en fait, quoi. Donc dans un premier temps la garde, qui est une garde droite pour ce type d'épée. Encore une fois, donc le plus important c'est d'arriver à percer et ensuite à ajuster le trou de la garde le plus près possible de la lame, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu au final, quoi. Donc il faut encore une fois la rentrer, la ressortir et limer petit à petit, arriver à trouver où ça vient toucher, donc pour qu'il y ait le moins de jeu possible, sachant qu'à la fin, l'idéal de toute façon c'est de la rentrer un peu en force en venant taper sur le dessus pour qu'elle vienne vraiment épouser la forme de la lame, quoi. Ce que j'appelle poignée, c'est tout l'ensemble, c'est-à-dire la garde, la poignée en bois proprement dite et le pommeau qui vient par-dessus la poignée en bois, mais le pommeau est en deux parties. Ça c'est un montage typique de ce type d'épée. Il y a la partie basse du pommeau sur laquelle on vient mater la soie de la lame et la partie haute du pommeau qui vient par-dessus la partie basse et qui est rivetée sur la partie basse. Très souvent, on retrouve sur la partie basse du pommeau la forme de la garde en plus petit en fait. Je réalise donc la partie basse du pommeau, la partie haute aussi. Les deux parties sont d'abord percées pour la partie basse en totalité de chaque côté et pour la partie haute c'est percé au même endroit mais sans que ça traverse. Donc la poignée en bois est, comme je l'ai dit, dans le même bois que le fourreau, en érable ondé. Le bloc laissé brut dans un premier temps est percé et, de part en part et ensuite est ajusté sur la soie de la lame de façon à venir rentrer le plus possible en force pour pas qu'il y ait de jeu et éviter qu'il y ait ensuite, quand l'épée est montée, que la poignée vienne bouger à l'intérieur, quoi.
Donc là c'est toujours un petit jeu de patience où il faut venir poncer l'intérieur du bois avec une petite lame et puis faire des essais petit à petit pour que ça colle le mieux possible. Lorsque les éléments sont bien ajustés entre eux, sur la soie ou les deux parties du pommeau, vient ensuite un très long moment de décoration qui est fait en fait avec un petit poinçon et non pas un petit poisson que j'ai la chance d'avoir parmi beaucoup d'autres, qui est très ancien, un poinçon de ciseleur. Et donc je vais frapper ce poinçon avec
un marteau en créant une sorte de damier sur tous les éléments de la garde et du pommeau sur les deux faces. Quand toutes les surfaces sont donc poinçonnées avec le motif, il faut, sur la partie haute du pommeau, j'ai décidé de mettre, parce que j'aime assez bien, c'était assez courant sur les épées vikings, 2 tresses de fil d'argent et il y en aura une 3e entre les deux parties du pommeau. Ensuite, dans le pommeau en bronze, je pratique une rainure de à peu près 1,5 mm de largeur sur 2 mm de profondeur, de façon à venir incruster la tresse d'argent en force à l'intérieur de la rainure en bronze. Lorsque les 2 éléments, la garde et le pommeau, ou même les 3 éléments, la garde, les 2 parties du pommeau sont poncées, polies, poinçonnées, avant de faire le montage, il faut faire les patines parce que ça ne sera pas possible de les faire une fois montées avec le bois, etc. parce que la patine est apposée à chaud. Donc là, on risquerait d'abîmer le reste. Donc c'est du bronze avec du nitrate de fer et appliqué à chaud au chalumeau. Tous les éléments sont terminés, ils sont décorés, ils sont patinés, il faut venir ensuite tous les assembler sur la lame. Donc en premier la garde, ensuite la poignée en bois, par-dessus la poignée en bois, dans un premier temps la partie basse du pommeau et la soie de l'épée est coupée à un petit peu plus d'1 mm au-dessus de la partie basse du pommeau. Et ensuite la soie est matée de façon à venir s'incruster par-dessus cette partie basse et à prendre en sandwich ces 3 éléments-là pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Quand ça c'est terminé, la partie haute du pommeau, on vient y insérer 2 tiges de laiton qui sont brasées à l'argent à l'intérieur. Donc là j'ai eu un peu de mal parce que le pommeau étant très massif, au chalumeau j'avais du mal à faire monter toute la pièce à température. Donc j'ai carrément j'ai mis les éléments dans le pommeau avec la brasure et j'ai mis ça au four électrique pour chauffer tout l'ensemble avec en sortant du four un petit coup de chalumeau histoire de chauffer un petit peu les deux tenons en laiton pour que la brasure finisse de prendre. Les extrémités de la tresse passent sous la partie du pommeau du haut et seront donc ensuite cachées entre les 2 parties du pommeau. Là, la rainure est un peu plus profonde sous la partie basse et les tresses sont vraiment rentrées en force à l'intérieur pour ne pas pouvoir ressortir par la suite. Ces 2 tenons en fait permettent donc au pommeau de venir s'emboîter par-dessus la partie basse
Avant de les assembler, entre les deux, je suis venu glisser une tresse de fil d'argent qui est aussi fermée en étant brasée à l'argent. En fait, ça fait comme un bracelet ovale et qui est emprisonné entre la partie haute et la partie basse du pommeau. Les tenons traversent la partie basse du pommeau. Et je viens ensuite mater par en dessous de façon à solidariser les deux pièces. Donc là, tous les éléments sont assemblés, l'épée est terminée. En dernier, je fais l'affûtage. Pour être certain que ça coupe, les deux tests basiques, c'est couper une feuille de papier sans qu'il y ait d'accroc, sans que le papier se déchire, et le test de la corde. La corde est suspendue dans le vide, juste par son propre poids, et il suffit de la trancher en une seule fois. L'intérieur du fourreau est ensuite creusé de façon à faire le logement de la lame avec une toupie à bois. L'avantage de la toupie, c'est que ça tourne très très vite et donc on fait quelque chose de vraiment propre et à l'aide d'un gabarit en bois, ça permet aussi d'avoir partout vraiment la même profondeur. Avant d'encoller les deux parties du fourreau, je viens placer un morceau de tissu en laine qui est enduit de graisse et qui est collé sur les parois intérieures du fourreau. Ça permet de protéger la lame de l'oxydation. Donc là, les deux parties du fourreau sont terminées. Il faut donc ensuite les coller ensemble. Les deux parties sont assemblées et pressées avec une grande quantité de serre-joint. Laissées en colle 24 heures, même si on recommande moins. Le fourreau est collé, mais par contre sa forme est assez carrée, brute de décoffrage, c'est le cas de le dire. Donc là, après, au backstand, dans un premier temps, je lui donne sa forme finale, c'est-à-dire que je vais ovaliser toute la forme du fourreau, retirer un maximum d'épaisseur, même si je pense que les fourreaux d'époque, on en a retrouvé, mais pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, étaient plus fins que ça encore, mais moi j'ai pas osé descendre plus, donc j'ai gardé, il y a à peu près 4 mm de bois. Ça fait toujours bizarre de garder aussi peu de matière, on a l'impression que ça va être fragile, mais c'est vrai que ça reste quand même très solide. Donc là je donne la forme générale et ensuite le reste, tout le ponçage est fait à la main pour avoir toujours un peu comme la lame en fait, une forme plus fluide. Le polissage est moins fin que pour l'acier, mais je suis quand même descendu jusqu'au 400. Pour ce fourreau, contrairement à la première épée que j'avais fait, j'ai fait le passant en bois. Il était fait historiquement, il y a eu un peu de tout, très souvent en bois, très souvent aussi en os, quelques-uns en métal, mais c'était plus rare. Là j'ai choisi du noyer pour contraster un peu avec le bois du fourreau. Donc c'est une attache qui est en bois que j'ai collée par précaution, mais qui en fait est surtout ligaturée avec une cordelette tressée sur le haut et le bas du passant.
Deux pièces qui sont petites, c'est le genre de détail, on se rend pas compte si on sait pas, mais ça prend énormément de temps. C'est ce qu'on appelle la chape et la boutrolle. C'est en fait les deux extrémités du fourreau. Pour la boutrolle en bas, je l'ai faite avec deux feuilles de bronze que j'ai découpées. Et ensuite, il a fallu les marteler de façon à ce que ça vienne prendre la forme de l'extrémité du fourreau. Ces deux demi-coques sont brasées ensemble à l'argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais pas très souvent, surtout sur des grosses pièces comme ça. Donc, un petit peu délicat, ça s'est bien passé. Les deux pièces, une fois qu'elles sont brasées, il faut que je les forme pour leur donner une forme assez jolie, une échancrure en fait. Donc ça, je fais ça au backstand. Et ensuite, il faut qu'elles soient encore une fois poncées, polies. Et pour finir, je leur fais une patine à base d'acide nitrique et d'oxyde de fer, tout simplement. Donc on obtient du nitrate de fer. Et appliqué au chalumeau à chaud et brosser légèrement avec une paille de fer pour faire ressortir la patine. Pour la chape, donc la partie qui se trouve à l'entrée du fourreau, c'était un petit peu plus simple parce que c'est en fait toujours une feuille de bronze mais qui est enroulée sur elle-même, un petit peu comme une bague ovalisée. Il y a une deuxième pièce de bronze plate qui, elle, fera l'entrée du fourreau. Qui est, encore une fois, brasée à l'argent, à plat, par-dessus la bague. Et ensuite, la partie plate, je la découpe pour faire la forme de la lame en fait, qui vient rentrer dans le four. Donc une fois que la chape et la boutrolle sont terminées, elles sont collées, donc c'est enfoncé en force, et collées avec une colle bicomposant époxy. Cette réalisation donc, m'a demandé pas mal de travail. J'avoue que je suis très content d'y être arrivé, même si ça s'est passé qu'au deuxième essai. Et aujourd'hui, le client l'a reçu. Il en est très content. Moi, je suis content d'avoir fini quand même, parce que c'était pas évident. Je crois que j'attendrai un petit peu avant d'en faire une autre dans le même style.